Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Place aujourd'hui à l'audition de Marie-Laure Denis. Marie-Laure Denis est la présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et elle s'est exprimée devant les sénateurs de la Commission des lois autour du projet d'application Stop Covid, annoncé il y a quelques jours par Olivier Véran, le ministre de la Santé, ainsi que Cédric O, le secrétaire d'État chargé du numérique. Cette application doit permettre au moment du déconfinement aux Français qui auraient installé cette application de savoir s'ils ont croisé ou non une personne qui a le Covid-19. Cela suscite de nombreuses inquiétudes du côté de la Commission des lois ici au Sénat, notamment en matière de libertés individuelles. Le gouvernement a tenté de rassurer. Ce projet est en open source, il est européen et il ne se fait que sur la base du volontariat. Devant les sénateurs, Marie-Laure Denis a pointé, elle, les limites en matière d'efficacité d'un tel projet. En effet, il faudrait, pour que cela soit efficace, que 60% de la population ait téléchargé cette application. Et cela pose bien des difficultés entre les zones blanches en France, la fracture numérique, tout le monde ne sait pas télécharger une application. Et enfin, notez que seulement 44% des plus de 70 ans disposent aujourd'hui d'un smartphone en France. Retour donc à l'audition de Marie-Laure Denis. Nous avons souhaité vous auditionner pour y voir plus clair sur la question du Stop Covid, puisque c'est ainsi qu'il est convenu de l'appeler, c'est-à-dire une application qui permettrait à chaque Français, au moment du déconfinement, d'être informé rétrospectivement de personnes qui auraient pu l'approcher ou dont il aurait pu s'approcher dans la journée et qui seraient contaminées par le virus du Covid-19. Un débat public s'est engagé sur cette question. La Commission nationale de l'informatique et des libertés que vous présidez est évidemment aux premières loges. Il s'agit d'abord pour vous de vous assurer non seulement de l'efficacité d'un tel dispositif s'il venait à être mis en place, mais du respect des dispositions législatives ainsi que du règlement général pour la protection des données que nous avons transposé, me semble-t-il, il y a 18 mois dans la loi française pour la partie de ce règlement qui relève du Parlement. Ce dispositif ne peut évidemment être envisagé que s'il est efficace et il ne peut être efficace que s'il est massivement utilisé. Mais s'il est massivement utilisé, ou plutôt pour qu'il le soit, il faudra bien qu'un minimum d'incitation ou de pédagogie se développe, ce qui risque de poser la question du volontariat reposant sur le consentement libre et éclairé. Un employeur peut vouloir que tous ses salariés aient l'application pour permettre la reprise du travail. Un salarié peut souhaiter vivement être autorisé à sortir de chez lui et si on lui dit que le déconfinement passe par l'utilisation de l'application, son consentement sera moins libre à l'évidence. Et donc ce sont des questions que nous nous posons avec gravité, évidemment, car notre rôle, et nous l'avons montré lors de la délibération du projet de loi qui est devenu la loi d'urgence sanitaire, c'est bien sûr de donner au pouvoir public les moyens d'être efficace dans la lutte contre cette épidémie, mais c'est aussi que ces moyens soient nécessaires, bien proportionnés à l'objectif poursuivi, et que s'il doit y avoir des restrictions aux libertés des Français, elles soient dûment justifiées et que ces restrictions soient bien contrôlées. Voilà donc un très vaste chantier auquel vous devez nécessairement concourir. Votre institution, autorité administrative indépendante, a évidemment un grand rôle à jouer. Elle l'a prouvé dans son histoire déjà longue, puisqu'elle est en place depuis 1978. Elle est elle-même là pour défendre les libertés et c'est sur cet ensemble de préoccupations que nous aimerions vous entendre. Je suis accompagné de 2 collègues sénateurs qui vont plus particulièrement se pencher sur ces questions et sur les questions générales de protection de la vie privée.
dans le cadre du comité de suivi que la commission des lois a mis en place pour suivre l'état d'urgence sanitaire. Pour ce qui nous concerne, nous, les autres commissions du Sénat se sont organisées elles-mêmes pour suivre les travaux qui concernent les questions sociales, les questions économiques et les questions sanitaires, bien évidemment, au premier rang de nos préoccupations. Monsieur Wattebled est sénateur du département du Nord, et Monsieur Hervé, que vous connaissez bien puisqu'il est également membre de la CNIL, est sénateur de Savoie, de Haute-Savoie. C'est ce que je disais, Monsieur le sénateur. Madame Denis, vous avez donc la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'auditionner la CNIL dans le cadre de vos travaux de suivi de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons. Pour cette audition, je suis accompagné de Louis Dutheillet de Lamotte, notre nouveau secrétaire général qui a pris ses fonctions hier et qui est en visioconférence, et de Gwendal Legrand, le secrétaire général adjoint de la CNIL, qui est... Juste un instant, pardon, parce que j'ai oublié de dire que nos collègues membres de la commission des lois sont également reliés à nous par visioconférence, et ils vous poseront bien sûr des questions tout à l'heure. Tout à fait, Monsieur le Président. Je voudrais avoir une pensée quand même en ces moments extrêmement difficiles avant de débuter cette audition, pour tous ceux d'abord qui sont dans la souffrance et dans la détresse, pour tous ceux qui accompagnent au jour le jour, qui sont engagés quotidiennement sur le terrain pour accompagner les victimes, pour accompagner la population. Et si je le rappelle en préambule, c'est parce que toutes nos réflexions, toutes nos décisions ne peuvent être prises qu'à l'aune de ce contexte. Avant d'entrer dans le vif du sujet du recours au traçage, au suivi numérique des personnes, je souhaiterais dire quelques mots, si vous m'y autorisez, des enjeux généraux de protection des données en cette période très particulière. Tout d'abord, la continuité d'activité repose aujourd'hui sur des outils numériques, consommateurs en données personnelles et qui sont massivement utilisés, qu'il s'agisse de la télémédecine, du télétravail, des cours à distance pour les élèves. Et même si ça n'est pas le cœur de cette audition, je voulais en tout cas vous assurer que la CNIL joue tout son rôle d'accompagnement à l'égard des particuliers, des entreprises, des organismes, des pouvoirs publics pour délivrer des conseils très pratiques liés à la cybersécurité, par exemple, que ce soit pour les salariés ou les employeurs à propos du recours au télétravail, ou des conseils en matière de recours à la visioconférence que nous sommes en train de faire, ou d'accompagnement d'outils pédagogiques. D'autre part, nous sommes très impliqués également en ce qui concerne les études, les recherches en matière de santé, qui naturellement utilisent des données personnelles. La CNIL a mis en place une procédure accélérée d'instruction concernant les traitements à des fins de recherche et a déjà délivré depuis le début de la crise une vingtaine d'autorisations à des acteurs comme la PHP, l'INSERM, l'Institut Pasteur, différents CHU. Ces études visent par exemple à tester des traitements, à étudier les facteurs de mortalité des personnes âgées, à analyser l'évolution des formes graves de l'infection, et la majorité des projets d'ailleurs peuvent être mis en œuvre sans autorisation dès lors qu'ils sont conformes à une méthodologie de référence élaborée par la CNIL. Il suffit alors de faire une simple déclaration à la CNIL. Par ailleurs, je voudrais m'arrêter un instant sur les actions de la CNIL en lien avec les collectivités territoriales, auxquelles le Sénat est particulièrement attaché. La CNIL a pris contact très rapidement avec les trois principaux niveaux de collectivités territoriales, représentés par Régions de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France, afin de faire connaître aux élus de terrain sa disponibilité pour répondre aux questions se rapportant à la gestion de la crise sanitaire. La CNIL a reçu des demandes des collectivités, essentiellement des communes d'ailleurs, qui se posent des questions très concrètes sur les conditions dans lesquelles les données qu'elles détiennent peuvent être utilisées pour toucher au mieux les populations afin de leur porter assistance, en particulier s'agissant des personnes les plus vulnérables. Ces demandes sont notamment relatives aux registres communaux d'alerte et d'information des populations, dont vous vous souvenez qu'ils ont dû être créés, qu'ils ont été créés par une loi d'ailleurs de juin 2004, après la canicule de l'été 2003. Ces registres recensent les personnes les plus fragiles, notamment en raison de leur âge ou du handicap, afin de faciliter leur assistance en cas de risque exceptionnel.
Le législateur avait souhaité que ces registres soient constitués sur la base du volontariat et la CNIL veille à rappeler, et on vient de publier une fiche pratique sur notre site, les règles applicables à la tenue de ces dispositifs qui ne peuvent en particulier pas conduire à la constitution de ce qu'on pourrait appeler, avec beaucoup de guillemets, de fichiers de population. Et les élus locaux nous ont d'ailleurs saisi de demandes tendant à l'utilisation d'autres fichiers pour aider leur population, et tout en rappelant le cadre légal applicable, la CNIL s'efforce dans ses réponses de trouver des solutions aux problèmes posés dans un esprit le plus constructif et le plus aidant possible. J'en viens à la question qui a justifié plus particulièrement cette demande d'audition, qui est donc relative au suivi numérique individualisé des personnes, afin de déterminer si une personne a été exposée au Covid-19, et qui est au cœur, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, du débat public. Le Collège de la CNIL a deux convictions sur ces outils. La première, sur laquelle je voudrais particulièrement insister, c'est que les textes qui protègent les données personnelles ne s'opposent pas à la mise en œuvre de solutions de suivi numérique individualisé pour la protection, ou non d'ailleurs, pour la protection de la santé publique. Ces textes imposent essentiellement de prévoir des garanties adaptées, d'autant plus fortes que les technologies sont intrusives. Mettre en avant un cadre respectueux de la vie privée et des données personnelles est tout à fait nécessaire pour asseoir la confiance, créer les conditions d'une acceptabilité sociale d'une technique potentiellement intrusive et garantir la sécurité de son utilisation. J'y insiste parce qu'en fait, il n'y a pas à se demander s'il faut s'affranchir du cadre ou prendre des libertés avec celui-ci, parce que le cadre juridique que l'Europe et la France se sont donné comporte en lui-même les solutions permettant de répondre à la situation. La deuxième conviction du Collège de la CNIL, dont je souhaitais vous faire part, concerne le recours aux technologies numériques. Il faut se garder de penser qu'une application va tout résoudre, même si les nouvelles technologies peuvent contribuer à une sortie sécurisée du confinement dans le cadre d'une stratégie sanitaire plus globale. J'appelle régulièrement à la vigilance contre ce qu'on appelle un peu dans notre jargon le solutionnisme technologique. Il faut certes explorer à fond les opportunités des technologies, mais aussi leurs limites intrinsèques et leurs risques pour les droits des personnes. Et d'ailleurs, ça serait même dangereux de penser qu'une application de ce type, enfin dangereux en quelque sorte, ou en tout cas pas tout à fait exact, de penser qu'une application de ce type pourrait tout résoudre, parce que ça pourrait nous faire aussi baisser la garde par rapport à la nécessité des gestes barrières, des ports des masques, de la nécessité de se faire tester quand on a des symptômes, et puis aussi, disons-le, ça ne prend pas en compte, par nature, par la force des choses, les cas asymptomatiques dont je lis, il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour le dire, qu'elles peuvent représenter jusqu'à 30% des personnes contaminées. Donc, si la technologie et le traitement des données peuvent être d'un grand secours dans la gestion de cette crise, il est aujourd'hui difficile, faute de recul suffisant, d'évaluer les bénéfices effectifs qui pourraient être tirés de l'utilisation de tels dispositifs. D'autant plus que les usages peuvent varier, tant au niveau des données collectées que des finalités poursuivies. Alors, c'est dans cette optique que la CNIL s'entoure d'une double expertise. La première expertise, elle est naturelle pour nous, c'est notre cœur de métier, c'est nous donner les moyens de connaître et de comprendre, d'un point de vue technique, l'ensemble des dispositifs utilisés, des projets envisagés, des solutions imaginées, dans le monde d'ailleurs, pour lutter contre la pandémie. Et nos ingénieurs et nos juristes et les autres experts sont au contact des innovateurs, de nos homologues, et réalisent une veille continue depuis la mi-mars. La seconde expertise, elle est peut-être moins naturelle pour la CNIL, mais elle est indispensable dans ce contexte, c'est la compréhension de l'intérêt de santé publique de telle ou telle solution envisagée pour être en mesure ou être capable d'en mesurer la nécessité, la proportionnalité et la pertinence en ce qui concerne les traitements de données mis en œuvre. C'est ainsi que le Collège de la CNIL a auditionné il y a exactement 15 jours le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfrécy, que vous recevez, je crois que vous auditionnez juste après moi. Je n'évoquerai devant vous ce matin les exemples étrangers que pour dégager des grandes tendances en matière d'utilisation des données.
Les technologies, d'abord je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il faut être prudent dès qu'on fait des comparaisons étrangères et qu'on compare des dispositifs de suivi numérique des personnes, parce qu'on fait abstraction bien souvent des particularismes des cultures locales et bien souvent aussi des modalités de mise en œuvre, avec des technologies multiples, du recours à des caméras thermiques, de la reconnaissance faciale, l'utilisation de drones, la collecte d'informations sur les médias sociaux, etc. Mais si on s'attache plus particulièrement à ce qu'on appelle le suivi des contacts ou le contact tracing, ce qui est différent du tracking, qui en quelque sorte utilise des données de géolocalisation beaucoup plus précises, avec un suivi continu et précis des personnes. Donc, je concentrerai mon propos sur le contact tracing, c'est-à-dire les technologies qui se fondent sur l'analyse des données de localisation des individus pour dégager peut-être 3 types de finalités différentes. La première finalité, c'est d'utiliser ces données pour pouvoir cartographier en quelque sorte la propagation du virus, prédire les zones à risque et donc aider les autorités à planifier les besoins sanitaires. C'est une finalité de modélisation, d'anticipation et donc en quelque sorte d'observation qui se fonde sur l'utilisation de données suffisamment agrégées pour qu'elles soient anonymisées, et à partir du moment où elles sont suffisamment agrégées pour être anonymisées, ce ne sont pas des données personnelles, ce ne sont plus des données personnelles. Voilà, ça c'est un point que je souhaitais préciser. Après, la deuxième finalité, c'est des données de localisation qui sont utilisées pour faire respecter les mesures prises par les gouvernements, et notamment les consignes de distanciation sociale ou encore les obligations de confinement. Et donc là, la finalité, c'est une finalité de contrôle qui, bien souvent, se base sur des données dites de géolocalisation, de GPS, que tout le monde connaît, qui permet effectivement de savoir de façon très précise et continue quel est le parcours d'une personne. Enfin, certains pays utilisent les données pour faire du suivi de contacts, c'est-à-dire retrouver les contacts des personnes potentiellement exposées, pour les avertir et éventuellement les inviter à se faire dépister. Pour ce faire, il y a plusieurs modalités. Certains pays vont jusqu'à recouper ces données de localisation avec d'autres données, des données bancaires, des données sur les tests et les diagnostics, des données détenues par les douanes et l'immigration pour reconstituer les antécédents de voyage, par exemple. Et donc la finalité de ce type d'application, c'est une finalité d'information et ou de contrôle, mais en tout cas d'information. Pour atteindre ces 3 objectifs, à des degrés divers, on peut distinguer schématiquement 2 séries de techniques, la localisation individuelle et la localisation collective. La première tendance, la localisation individuelle, vous en avez beaucoup entendu parler à propos de l'Asie, du Moyen-Orient, un peu aussi en Europe. Ce sont des dispositifs qui sont variables. Par exemple, en Corée du Sud, ces dispositifs mêlent l'information et le contrôle avec des données de géolocalisation recoupées avec d'autres données, la possibilité pour le gouvernement d'ordonner à des personnes en quarantaine d'installer une application pour vérifier le respect du confinement. Et c'est différent, par exemple, à Singapour, avec un dispositif fondé sur le volontariat et une technologie Bluetooth. C'est une application qui vise à identifier les personnes potentiellement exposées, à identifier qui doit être testé. La seconde tendance, c'est celle de la localisation collective qui a été mise en œuvre par un certain nombre de pays européens, des données collectives, Italie, Autriche, Allemagne. En France, vous avez entendu parler avec Orange, par exemple, de l'utilisation de données anonymisées en partenariat avec l'INSERM, ou c'est la même approche qui a été développée par SFR, par exemple, avec l'INRIA et la PHP. C'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est des données suffisamment agrégées pour être anonymisées et cartographier la propagation de l'épidémie. Alors après ce rapide tour d'horizon des solutions constatées, quelle première analyse informatique et liberté en tirer? En tout cas, le cadre juridique français et européen, il a un objectif ou un souci, c'est de garantir la maîtrise maximale des personnes sur leurs données. Alors, quel est le cadre juridique?
vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, dans votre propos introductif, plusieurs textes sont applicables. Le premier, c'est une directive de 2002 sur la protection de la vie privée dans les communications électroniques, c'est la directive dite e-privacy, qui pose un cadre très strict. On peut déduire de ces articles 5 et 9 que, sauf anonymisation, le traitement des données de localisation est soumis au consentement, donc à l'accord de l'utilisateur. Il est possible de déroger au consentement par le texte dit, je cite, des mesures législatives, fin de citation, des États membres, que dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l'article 15 de cette directive, parmi lesquelles figure la sécurité publique, entendue largement, susceptible de couvrir cette situation. En France, compte tenu de la conjugaison entre ce texte et l'article 34 de notre Constitution, que vous connaissez mieux que quiconque, et qui réserve à la loi de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, il faudrait vraisemblablement une loi pour mobiliser ces exceptions, dans l'hypothèse donc où il n'y aurait pas d'accord de l'utilisateur de l'application de suivi. Ça, c'est le premier texte, la directive e-privacy, qui devrait être combinée donc avec l'article 34 de la Constitution. Deuxième texte, celui auquel vous avez fait allusion, Monsieur le Président, référence, c'est le Règlement général sur la protection des données, qui a été effectivement introduit dans notre droit en mai 2018, qui est applicable à tout traitement de données personnelles, notamment de contact tracing, et qui offre lui aussi un cadre juridique, en tout cas qui prévoit en tout cas lui aussi un cadre juridique exigeant. Il s'applique, ces exigences en tout cas sont de 3 ordres. La première, c'est que tout traitement de données doit avoir une base légale. Pour les dispositifs dont nous parlons, un consentement, et c'est le seul texte que je citerai très précisément, tel que prévu au petit a et petit b du petit 1 de l'article 6 du RGPD, je vous promets que ce sera la seule citation de ce type, un consentement donc tel que prévu dans ce texte est la base légale qui vient immédiatement à l'esprit. Le RGPD en prévoit d'autres, tels que la mission d'intérêt public de l'organisme qui traite des données ou, dans certains cas particuliers, la sauvegarde des intérêts vitaux des personnes. Concrètement, il faut qu'il y ait soit du volontariat, soit un texte qui, en France, devrait être une loi. C'est ça un peu le cadre juridique, en tout cas en ce qui concerne la base légale. La deuxième exigence du RGPD concerne plus spécifiquement le traitement des données de santé, susceptibles d'être collectées dans de nombreux dispositifs mis en œuvre pour gérer la crise sanitaire. Le principe en droit de la protection des données, c'est que l'utilisation des données de santé, le traitement des données de santé est interdit. Naturellement, il y a des exceptions. Parmi ces exceptions figurent l'intérêt public dans le domaine de la santé publique, les nécessités de la prise en charge sanitaire, le consentement de la personne, la sauvegarde des intérêts vitaux, et la recherche peut également constituer une autre exception au principe du consentement. La troisième exigence du RGPD, vous le savez, c'est l'application de toute une série de principes de fond et de garanties que les États doivent respecter, même lorsqu'ils ont des raisons légitimes de limiter certains droits ou certaines obligations. Ces principes, ce sont ceux de proportionnalité, la sécurité par exemple, et je pourrais les détailler de façon plus exhaustive. L'objectif de ces règles, il est clair, c'est de maximiser la maîtrise des personnes sur leurs données. Alors, au regard de ce cadre juridique, double, e-privacy, RGPD, je peux synthétiser le faisceau de recommandations que le collège de la CNIL pourrait émettre à ce stade, non pas sur un projet en particulier, mais sur la problématique, sur le questionnement. Au-delà de la nécessité de disposer d'un fondement juridique adéquat pour traiter les données, quels sont les principes à respecter ? Tout d'abord, il est très important de définir et de préciser les finalités du traitement qu'on met en œuvre. On doit savoir exactement pourquoi, pour quelle finalité, pour quel objectif on met en œuvre ce traitement, à partir de quand, et d'ailleurs aussi ça permettra de déterminer quand on n'y aura plus recours. Une fois posé l'objectif poursuivi, il faudra pouvoir exposer pourquoi le recours aux données de localisation et ses interactions est adéquat, nécessaire, proportionné. Adéquat, il faut que l'instrument mis en place apparaisse réellement utile pour traiter la crise sanitaire.
nécessaire, l'utilisation de telles données ne doit pas être une solution de confort. Il faut réellement qu'on en ait besoin pour contribuer à juguler la crise et qu'il n'y ait pas d'alternative efficace, même combinées les unes avec les autres. Proportionnées, comme l'a rappelé le Comité européen de la protection des données, qui réunit les CNIL européennes, les solutions les plus intrusives doivent toujours être privilégiées. En ce qui concerne la proportion... Les moins intrusifs. Oui, excusez-moi, c'est un... je vous remercie de l'avoir fait, Monsieur le Président, ça aurait pu me causer un préjudice disproportionné. En tout cas, voilà. La proportionnalité, justement, devrait aussi être évaluée au regard du caractère temporaire, uniquement lié à la gestion de la crise, de tout dispositif envisagé. C'est un point essentiel. Il faut vraiment que cette application, si elle voit le jour, ne soit pas que sa durée de vie n'excède pas la durée qui est nécessaire au traitement de la crise sanitaire. Et ça veut dire aussi qu'il faut pouvoir s'assurer de la destruction, de la suppression des données dès que c'est nécessaire. Donc une durée limitée, une sorte de date de péremption, une sorte d'obsolescence programmée, plus la suppression des données, en tout cas de la plupart d'entre elles, même si on peut imaginer que de façon anonymisée, certaines données soient conservées à des fins de recherche pour une durée limitée, etc. Il faut enfin respecter le principe de minimisation des données traitées, utiliser que les données qui sont nécessaires, le moins d'informations nominatives possible, ou alors associer ces données à un identifiant unique généré lors de l'installation de l'application, par exemple. Donc l'idée, c'est de concevoir des dispositifs qui permettent, encore une fois, d'assurer une maîtrise des personnes sur leurs données. Donc je ne reviens pas sur la démarche volontaire qu'il faut avoir. Au regard alors, vous avez fait aussi référence, Monsieur le Président, au caractère, au consentement, et donc il est effectivement très important que ce consentement il soit éclairé, c'est-à-dire que les utilisateurs de cette application aient toutes les informations nécessaires pour faire leur choix en connaissance de cause. Que le refus de consentir n'expose pas la personne à des conséquences négatives. J'y insiste parce que les comparaisons internationales montrent que le volontariat a parfois des contreparties qui en limitent la liberté. Pour dire les choses crûment, si le refus de télécharger l'application et de l'utiliser réduit votre faculté de déplacement ou vos libertés civiles, ou si elle vous expose à un régime de contrôle, le consentement n'est pas considéré comme libre en matière de données personnelles, y compris si d'autres bases légales venaient à être mobilisées. Un véritable volontariat est la meilleure garantie du respect des principes du RGPD. Il faut enfin, c'est un peu plus technique, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez ultérieurement, privilégier évidemment le stockage des données en local sur le terminal de l'utilisateur. D'une manière générale, comme c'est le dispositif qui semble être envisagé en France, s'il voit le jour, les applications qui s'appuient sur des données Bluetooth sont chiffrées directement sur le téléphone sous le contrôle de l'utilisateur, apportent davantage de garanties que celles qui s'appuient sur un suivi géolocalisé GPS des personnes, qui permettent un traçage continu et précis de ces personnes. De ce point de vue, les rôles de la CNIL et de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, se complètent parfaitement et nous travaillons en étroite coopération, chacun dans notre champ de compétences, parce que la CNIL est aussi un acteur à part entière de la cybersécurité et est pleinement engagé dans la défense de la souveraineté européenne. En résumé, si un suivi individualisé des personnes était mis en œuvre, il faudrait d'abord à droit constant qu'il soit basé sur le volontariat pour une durée limitée. Je ne reviens pas sur l'hypothèse d'une application qui serait obligatoire puisque le président de la République lundi soir dans son allocution l'a exclu. Je voudrais juste dire un mot, si vous me le permettez, du niveau européen en matière de protection des données, qui est naturellement le niveau pertinent de réflexion, voire de réaction. Le Comité européen des données, cette réunion très intégrée, ce dispositif très intégré des CNIL européennes, joue tout son rôle.
Dès le 19 mars, le CEPD a publié un communiqué avec une première grille d'analyse. Nous avons des points de contact dans chaque autorité. Nous nous réunissons toutes les semaines au lieu de tous les mois. Et 3 priorités ont été dégagées par le CEPD, dont la première est précisément l'élaboration d'orientation concernant l'utilisation des données de localisation et d'anonymisation et l'anonymisation des données. Et c'est la CNIL qui, au sein du CEPD, et avec naturellement le concours d'autres homologues, pilotera cette réflexion sur l'utilisation des données de localisation et l'anonymisation des données par les CNIL européennes. Nous avons déjà transmis des éléments de réflexion à la Commission européenne qui doit publier aujourd'hui un certain nombre une sorte de boîte à outils, si j'ai bien compris, sur le sujet, et nous-mêmes, probablement dès la semaine prochaine ou au plus tard dans une dizaine de jours, enfin nous-mêmes, le Comité européen de la protection des données, avec une forte implication de la CNIL, publiera des lignes directrices, des recommandations, en tout cas sa réflexion sur le sujet, sachant que les 2 autres priorités du CEPD, c'est l'utilisation des données de santé et le télétravail. Donc, c'est très délicat de conclure une audition comme celle-ci et d'apporter des réponses précises par rapport à l'éventuelle mise en place d'un dispositif dont on ne connaît pas encore tous les contours, s'il voit le jour. Le collège de la CNIL est conscient de l'importance, de l'enjeu, de l'urgence qu'il y a à conjuguer efficacité sanitaire et protection des données. Si j'ai une conviction, c'est que ces 2 termes sont liés, ou ces 2 expressions sont liées, efficacité sanitaire et protection des données, parce que ça n'est que par leur combinaison qu'il pourra y avoir la confiance suffisante, indissociable du respect de la vie privée, pour que ce dispositif, comme vous le disiez, Monsieur le Président, dans votre propos introductif, puisse rencontrer une adhésion suffisamment massive de nos concitoyens pour être efficace. Et la tenue d'un débat parlementaire permettra certainement d'apporter de la transparence et des informations sur ce sujet et contribuera à assurément à bâtir ce cadre de confiance. En tout cas, la CNIL assure toutes ses missions, sa mission d'accompagnement, et si ce dispositif voit le jour, assurera la pleine effectivité de sa mission de contrôle. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et le mot de la fin de votre intervention, c'est la nécessité de bâtir un cadre de confiance. Et c'est toute la question que nous avons à discuter avec vous. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir avant de céder la parole à mes collègues. Le premier, c'est, parmi vos recommandations, l'exigence que le recours à un tel dispositif soit adéquat. Et avez-vous dit, ça signifie utile. Pourriez-vous nous dire quelles sont, de votre point de vue, à ce stade de la réflexion de la CNIL, les conditions auxquelles un tel dispositif vous paraîtrait adéquat? Il s'agit vraiment de son efficacité, même si on déborde sur des exigences de fond, mais c'est le cas dans tous les traitements spécifiques que vous avez à examiner, c'est-à-dire ces exigences, c'est la sécurité sanitaire. Vous avez bien mentionné le fait que la mise en œuvre d'un tel dispositif n'était recommandable que si il était adéquat. Alors à quelles conditions le serait-il? Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir, et je l'ai mentionné en ouvrant cette audition, et c'est celui du volontariat, du consentement libre et éclairé. Je pense que nos travaux, les travaux du gouvernement, les travaux du Conseil scientifique, beaucoup d'autres réflexions qui sont aujourd'hui publiques contribuent à éclairer l'éventuel consentement à l'utilisation du dispositif. Mais enfin, il faut quelque chose de plus qu'une ambiance générale d'information. Et avez-vous dit, il ne faut pas, pour que le consentement soit libre, et c'est l'autre dimension, libre et éclairé, que le refus de consentir expose les personnes à des contreparties négatives. Par exemple, si le refus de consentir expose l'individu à une réduction de sa liberté d'aller et venir, évidemment, il y a un biais
dans la liberté du consentement. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin dans la réflexion de ce qui permettrait d'assurer cette liberté, étant entendu qu'il y a la liberté formelle et la liberté réelle? Quelle est la liberté du salarié qui aspire à reprendre son travail et à retrouver sa pleine rémunération vis-à-vis de l'employeur qui lui demanderait de prendre l'application, pour des motifs d'ailleurs tout à fait légitimes de sécurité sanitaire du travail collectif? Voilà les deux questions que je voulais essayer d'approfondir un peu avec vous. Merci d'y répondre. En ce qui concerne le caractère adéquat du dispositif qui serait envisagé pour qu'il soit utile, d'abord je prendrai un certain nombre de précautions oratoires parce que naturellement il faut pouvoir apprécier cette utilité par rapport à un contexte sanitaire dont on sait bien que la vérité du jour n'est pas nécessairement celle du lendemain. Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé publique et c'est bien la raison pour laquelle avec beaucoup d'humilité, nous essayons d'appréhender ce champ et, comme vous également, en ayant recours à des expertises. Pour que ce dispositif soit utile et adéquat, indépendamment de la question de savoir quel pourcentage de la population, effectivement, oui, il couvrirait, sachant qu'il y a déjà par nature 25% des Français qui n'ont pas d'ordiphone, comme on dit en français, permettant de télécharger une application. Et je pense, et ce taux est d'autant plus élevé chez les personnes âgées, puisque chez les personnes de plus de 70 ans, il n'y a que 44% de ces personnes qui ont un smartphone, contre 98% des 18-25 ans. Et indépendamment de cette question de l'équipement numérique des Français, il y a aussi, je pense que ça résout pas tout. Il y a aussi la question, même pour ceux qui ont des smartphones, de la compétence numérique. Il y a un certain nombre de personnes qui ont un ordiphone, mais qui ne sont pas nécessairement à même de télécharger une application, de s'enrôler dans l'application, de la paramétrer si c'est nécessaire, et de l'utiliser. Et j'ajoute à ça, et je pense qu'au Sénat, je sais en tant qu'ancienne membre de l'ARCEP que vous y êtes très attaché, il y a là, en tout cas très soucieux, il y a aussi la question des zones blanches, voilà, et de la capacité à utiliser par les réseaux une application de ce type. Sur ce sujet précis, la seule étude que nous avons lue, et je la cite avec beaucoup de prudence, c'est une étude de l'université d'Oxford qui dit qu'il faudrait qu'une application de ce type puisse couvrir 60% de la population pour être efficace. Cela dit, je le dis avec beaucoup de prudence, beaucoup de nuances, parce que je crois comprendre de la façon dont a été réalisée cette étude, qu'elle ne prend pas en compte, alors que c'est absolument indispensable, la combinaison d'un tel dispositif avec l'utilisation de réponses sanitaires, qui sont les réponses essentielles, encore une fois, hein, qui doivent être privilégiées, les gestes barrières, plus de tests, plus de masques. Alors ensuite, sur l'utilité, ou ce qui pourrait réduire en quelque sorte l'efficacité d'un tel dispositif, puisque le dispositif met en face à face, en quelque sorte, ou en rapport ou en relation des personnes qui auraient été contaminées avec des personnes qui auraient été exposées avec cette personne contaminée. Qu'en est-il des personnes qui ont été contaminées? Quelle est aussi la proportion dans les tests sérologiques qui sont utilisés des faux positifs, des faux négatifs? Là encore, je ne suis pas une spécialiste de la santé publique et je me garderai bien de répondre, mais ce que je lis, c'est que ça peut, c'est plutôt plusieurs dizaines de pourcents. Le cas échéant, et qu'en est-il aussi des personnes qui sont porteuses du virus mais qui ne présentent pas de symptômes et qui donc n'ont pas de raison de se déclarer dans l'application comme étant, puisqu'elles sont asymptomatiques, comme étant atteintes du virus. Et puis pour les personnes exposées ou supposément exposées, tout dépend aussi du paramétrage de l'application, du dispositif.
quelle est la distance qui est prise en compte, quelle est la durée de contact qui est prise en compte dans ce qu'on a vu à Singapour, auquel se réfèrent beaucoup les médias et qui semble être l'exemple le plus proche de ce qui serait envisagé pour la France, du Bluetooth, du volontariat. C'était une distance de moins de 2 mètres pour une exposition de 30 minutes, de moins de 30 minutes, enfin d'une trentaine de minutes, alors que je vois que ce à quoi est en train de réfléchir par exemple la NHS, le service de santé britannique, c'est la même distance, mais pour 15 minutes. On voit que les paramètres peuvent varier. Et à partir de là aussi, pour parler concrètement, est-ce qu'il y a des différences entre le fait de passer devant la caissière de son supermarché qui a un masque et par laquelle vous êtes séparé par une vitre, de laquelle vous êtes séparé par une vitre, ou d'être dans une rame de métro ou dans un supermarché, ou dans certaines communes d'Île-de-France, il y a un supermarché pour 20 000 habitants en termes de concentration de population. Quelles sont les conséquences en matière de résultats de l'application qui serait mise en place sur le nombre de cas? Voilà, il y a quand même tout un nombre de paramètres qui méritent en tout cas d'être précisés pour pouvoir apprécier le caractère adéquat, Monsieur le Président, de cette application. Alors, en ce qui concerne le point essentiel, effectivement, du consentement, pour s'assurer qu'il soit réellement libre et éclairé, d'abord il faut naturellement qu'il y ait une information pour qu'il soit éclairé, qui soit réellement apportée à l'utilisateur. Alors cette information, ça peut être l'information générale des médias, des politiques publiques, mais il doit nécessairement y avoir une information plus précise, individualisée, lorsqu'on télécharge l'application, qui permet concrètement de savoir quelles données sont utilisées, par qui, avec quelle finalité, avec qui elles sont partagées, et pour combien de temps. Et il faut vraiment rentrer dans les détails. Nous, on est très soucieux à la CNIL, d'une façon générale, même indépendamment de ce contexte, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de cases précochées, par exemple, de consentement, qui est vraiment la manifestation d'un acte clair et positif. Maintenant, donc ça c'est, je ne dis pas que c'est la théorie, parce que c'est ce que nous faisons très concrètement en pratique, mais vous avez fort opportunément souligné qu'il peut y avoir une sorte de pression sociale, en quelque sorte, qui peut s'exercer indépendamment de ces considérations plus juridiques ou plus techniques, qui consisterait à ne pas pouvoir accéder à un lieu, à un travail, à un cercle social, si on n'a pas téléchargé l'application. Et ça, il faut absolument lutter contre ça. D'abord, encore une fois, je crois qu'il faut vraiment populariser l'idée que cette application ne résout pas, quelle que soit son appellation esquissée, elle ne résout pas, à elle seule en tout cas, elle ne résume pas et ne résout pas la crise sanitaire que nous traversons, même si elle peut y contribuer en étant un des éléments d'une réponse sanitaire plus globale. Et puis, la CNIL, en tout état de cause, veillerait à ce que des plaintes puissent être déposées auprès d'elle et soient instruites au plus vite si étaient constatés des comportements d'exclusion. On l'a vu au début de la crise sanitaire, un certain nombre d'employeurs ont exigé, par exemple, que leurs salariés leur indiquent leur température corporelle au jour le jour avant de rentrer dans les bureaux. Ben, nous y sommes naturellement fermement opposés. Nous avons publié des recommandations sur notre site. Nous avons traité les cas qui devaient être traités. Et la CNIL, encore une fois, pour s'assurer, en tout cas, du recueil d'un consentement libre et éclairé, procéderait certainement de la même façon. Merci, chère Madame la Présidente. Je vais donner la parole à Monsieur Wateblé, s'il le veut bien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Denis. Salut mon collègue Luc Hervé et nos collègues qui sont en vidéoconférence. Alors, j'avais 3 questions, mais une grande partie a déjà été répondue sur les questions du Président Bas. Je vais revenir un petit peu, bien sûr, sur le caractère volontaire du recours à l'application. Et vous avez répondu sur le consentement libre et éclairé des personnes en cas de traçage volontaire. Mais j'insisterai sur la contrepartie.
est-il possible et souhaitable de prévoir des contreparties qui ne seraient pas bien sûr des contraintes pour inciter nos concitoyens à installer et utiliser une application de traçage? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas entrer dans la contrainte, mais s'il n'y a pas une incitation quelque part, je ne suis pas sûr que tout le monde le fera de façon très spontanée. Et puis une réflexion qui sera plus globale. Le retour au traçage des contacts est destiné à briser bien sûr plus efficacement et plus rapidement les chaînes de communication. Il faut bien sûr isoler les personnes exposées à un risque en les faisant tester pour qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes à leur tour. Et c'est un peu sur le point que vous avez insisté. Cela suppose une infrastructure sanitaire très dimensionnée. Il faudra être prêt de façon sanitaire pour ces tests, puisqu'aujourd'hui on n'est pas en capacité d'effectuer un nombre important de tests, donc il faudra être forcément très près. Et je ne voudrais pas que, quelque part, cette forme d'application numérique soit, comme vous l'avez très bien dit, un solutionnisme technologique. C'est-à-dire que sans test derrière, à chaque fois qu'on détectera quelqu'un, on n'aura qu'un outil qui ne servira pas. Alors il y a deux choses, deux écueils déjà. Le nombre de personnes qui vont mettre l'application sur leur portable, déjà on réduit déjà une capacité. Le problème de ne pas contraindre, effectivement, ça réduit encore. Et puis derrière, c'est la vraie solution, la vraie réponse. Quels moyens avons-nous pour justement tester les gens au fur et à mesure de leur prescription quand on les découvrira? Voilà ce que je voulais dire. Le reste, vous avez répondu au Président pour l'essentiel. Vous avez vous-même, Madame la Présidente, souligné que ça ne pouvait prendre place que dans un ensemble de dispositifs. Parce que, comme le dit notre collègue Dany Wattebled, à quoi servirait d'être informé sur le fait qu'on a été en contact pendant un temps suffisant avec quelqu'un porteur du virus, si ensuite on n'a pas accès massivement à des tests de dépistage, et sans doute plusieurs fois, parce que on ne peut pas être certain qu'au lendemain même d'une telle rencontre, un test de dépistage soit efficace. Il peut donc y avoir non seulement des faux négatifs, mais aussi des fausses sécurités. Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers collègues rapporteurs, chers collègues. Moi j'avais plusieurs observations, d'abord une observation, plusieurs questions. La première observation, c'est sur la compétence législative. Vous avez rappelé le droit communautaire, le droit interne, et la nécessité relative d'avoir recours à un texte législatif ad hoc, à supposer qu'on aille sur l'application qui a été envisagée par le Président de la République. Mais je pense que dans ce cadre-là, c'est bien le rôle du Parlement, dans le cadre d'un débat à organiser qui interviendrait, ne peut pas être la seule intervention du Parlement. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et ce que la CNIL fait également dans ses travaux, est essentiel dans la préparation au cadre de confiance et aussi dans les garanties qu'elle peut apporter au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'application une fois qu'elle sera devenue opérationnelle. C'est quelque chose qui moi, m'importe beaucoup parce qu'on raisonne beaucoup de manière abstraite avec des principes, c'est essentiel, on est là d'ailleurs pour ça, mais on verra en se confrontant à la technique et à la mise en œuvre réelle de la chose que beaucoup d'autres questions vont venir, et parfois même vont venir par grappes, puisqu'elles vont engendrer des questions. La simple évocation, Madame la Présidente, des tests de température dans les entreprises démontre que l'inventivité humaine couplée par le bon sens ou quelque chose qui est évoqué comme tel, ça donne lieu parfois à des choses tout à fait préoccupantes. J'en viens donc aux questions techniques et à la question du Bluetooth et des contraintes. Est-ce que ce Bluetooth qui présente moins de risques de sécurité et qui est moins intrusif que la géolocalisation, est-ce qu'il est suffisamment efficace quand même pour répondre à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire à pouvoir vraiment avoir une forme de tracing des contacts? Et si l'on regarde un peu les exemples étrangers, notamment l'exemple coréen, on s'aperçoit que derrière
l'application elle-même téléchargée sur un terminal mobile, il y a une infrastructure humaine considérable de gens qui sont là pour interpréter et pour donner lieu notamment à des appels téléphoniques individualisés. Est-ce que la Commission nationale informatique et liberté a eu une réflexion sur la partie infrastructure, on va dire en back-office, à l'arrière, pour regarder comment est-ce qu'on va sécuriser les choses. De la même manière, si le porteur de l'application est déclaré par un test PCR ou sérologique comme étant positif, qu'est-ce qu'on a imaginé comme mesure pour prévenir ceux qui ont été en contact un temps suffisant? Est-ce que, pour être très concret, est-ce que c'est l'application elle-même qui va vous envoyer un bip, un SMS, une notification en disant vous avez été en contact avec quelqu'un porteur du virus tel jour à telle heure? Ou est-ce qu'on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va avoir, je ne sais pas si on en est capable humainement d'ailleurs, est-ce qu'on va avoir une armée, puisque c'est le terme coréen, de personnes qui vont être capables d'interpréter et donc de mettre en œuvre ce contact. Alors moi, je viens d'un département dans lequel ces choses ont été faites au niveau des premiers clusters, qui sont le cluster des contaminés de Montjoie, le cluster de la Balme-de-Sillingy, où l'ARS a mis ça en place. Alors il n'y a pas d'application, mais on a repris l'historique des gens en disant monsieur ou madame, quels ont été vos contacts sociaux les plus proches pendant les derniers jours? Et toutes les personnes ont été contactées par des médecins ou par des personnes relevant de l'ARS, capables de dire attention, vous avez dans tel cadre été en contact avec une personne. Donc ça, je mesure en même temps l'envergure de cette question qui est considérable, puisque c'est vraiment une question de moyens humains très importante. Et puis, Madame la Présidente, ça ne vous surprendra pas, vous savez que le Sénat est très vigilant aux questions de souveraineté. On aura l'occasion d'y revenir, je pense, demain avec le ministre de l'Intérieur et sans doute cet après-midi dans les questions au gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles dans cette affaire du coronavirus. Il y en a une peut-être, il y a peut-être une opportunité qui est celle des entreprises françaises et ou européennes capables de mettre en place cette application. On déplore souvent l'inexistence de licornes dans notre pays, dans le domaine du numérique. Est-ce qu'on est... Alors, aujourd'hui, on risque d'avoir des solutions clés en main qui nous sont proposées par Google, Apple. Je lisais un article du Guardian, les Anglais parlent de Palantir. Est-ce que de ce côté de l'Atlantique, dans le cadre du RGPD, des entreprises qui ont la culture de protection des données personnelles ne devraient pas être privilégiées? Là aussi, la question est très sensible et très politique, j'en ai bien conscience, mais je me dis qu'à l'instant où on se parle aujourd'hui en commission des lois du Sénat, c'est important qu'on parle de ces questions-là, parce que d'avoir des professionnels qui connaissent notre cadre juridique, notre culture, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une application qui sera finalement respectueuse de ce que nous voulons, que si nous avons recours à des personnes qui sont des groupes extrêmement puissants et qui auraient peut-être des arrière-pensées avec cette application. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Pour tenter de répondre à Monsieur Watheblé, finalement dans l'incitation, mais je suis presque à contre-emploi, en quelque sorte, en parlant ainsi, on peut faire valoir effectivement, comme d'ailleurs ça vient d'être rappelé par le sénateur Loïc Hervé, que ce qui se fait aujourd'hui manuellement, en réalité, qui peut prendre 2-3 jours, à partir du moment où une personne est détectée comme étant positive, de la contacter, d'essayer de lui demander, avec tous les aléas que la mémoire peut représenter et l'imprécision qui peut être liée avec qui on a été en contact, peut se faire de façon automatisée et plus rapide. Et encore une fois, ça n'est qu'un des éléments, vous l'avez très bien souligné, d'une réponse qui doit être plus globale, parce que si c'est soit rester totalement confiné, mais évidemment, comme on ne peut pas confiner toute la population, c'est pas l'objet justement d'une application de ce type qui viendrait à l'appui d'une stratégie de déconfinement. Il faut naturellement pouvoir tester de façon massive. Mais je pense encore une fois qu'en insistant beaucoup sur les garanties et la confiance, c'est un facteur incitatif qui peut être tout à fait important.
Et je pense aussi, et c'est peut-être une des façons de répondre de la même façon au sénateur Hervé, qu'il est très important que les autorités de santé continuent à jouer tout leur rôle, y compris dans le cadre d'une application comme celle-ci, parce que finalement, c'est vrai que comment ça fonctionne le Bluetooth, vous téléchargez l'application, le Bluetooth c'est une technologie de proximité, c'est ce qui permet de connecter, éventuellement notre secrétaire général adjoint pourra vous en dire plus le cas échéant, mais c'est ce qui permet de connecter des équipements de proximité, vos oreillettes avec votre téléphone, votre souris d'ordinateur avec votre ordinateur, donc dans un cercle de proximité proche, deux téléphones, donc deux utilisateurs qui ont téléchargé la même application, se voient informés. Alors, le côté positif du Bluetooth en termes de protection des données, c'est que ce sont des données qui sont chiffrées, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application, ça génère un identifiant aléatoire qui est chiffré, qui est stocké sur votre téléphone, ce qui en termes de sécurité est quelque chose de très positif. Et ça n'est que lorsqu'une personne a été détectée positive et qu'elle rentre dans l'application que logiquement, en tout cas c'est ce qui s'est passé à Singapour, le ministère de la Santé, ou je l'espère en France une autorité de santé, demanderait à cet utilisateur testé positif de lui renvoyer l'historique de ses contacts, et c'est cette autorité qui ferait le lien entre l'identifiant, qui n'est pas donc nominatif, et un numéro de téléphone qui n'est pas associé à une personne. Donc l'autorité de santé ne sait pas à qui appartient le numéro de téléphone pour l'informer qu'elle a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif. Et ça nous paraît important, effectivement, qu'il y ait une autorité de santé. Après, quel sera son rôle exactement pour pouvoir apprécier ou non la réalité de l'interaction entre des individus, ça supposerait, effectivement, comme vous le soulignez, monsieur le sénateur Hervé, une infrastructure extrêmement importante. Est-ce que ça sera juste de l'information, en fait, mais par une autorité compétente sur le sujet, ou est-ce que ça ira au-delà? Je ne suis naturellement pas en mesure de répondre à cette question. Et avant de passer peut-être la parole au secrétaire général adjoint de la CNIL sur les mérites comparés, si j'ose dire, en termes d'efficacité du Bluetooth et peut-être de la géolocalisation qui n'est pas envisagée, mais qui permet de retracer effectivement beaucoup plus précisément le parcours des uns et des autres. Mais on voit dans certains pays que du coup, on vous dit dans tel immeuble, il y a une personne infectée, ou ne passez pas, n'allez pas dans ce centre commercial parce que là, il y a eu des cas, etc. C'est pas ce qui est envisagé en France. En ce qui concerne la souveraineté, je sais que le Sénat y est très attaché. J'ai à cette place même participé à une audition d'une commission d'enquête sur la souveraineté numérique il y a quelques temps. En tout cas, la sécurité d'une application comme celle-là, c'est un des éléments de la grille d'analyse du RGPD. Et la CNIL est très engagée sur ces questions de cybersécurité. D'ailleurs, le RGPD lui donne des compétences en matière de sécurité. On ne connaît pas assez, je trouve, ce rôle de la CNIL qui, notamment, à l'égard des entreprises, doit se voir notifier les notifications de violation des données, par exemple, et dans un rôle d'accompagnement et de contrôle fort sur ces questions, avec des demandes d'analyse d'impact pour des traitements sur ce sujet-là, etc. En ce qui concerne l'hébergement, différentes solutions peuvent être envisagées, mais le RGPD prévoit le cas de transfert de données, donc tant que c'est en France ou en Europe, en tout cas, on a les moyens soit de s'assurer nous-mêmes de ce qui se passe concrètement, et je pense aussi, dans l'hypothèse qui devrait venir, si cette application est installée, de la suppression des données, pouvoir vraiment contrôler physiquement, très concrètement, la suppression des données sur un serveur central, par exemple, donc soit en France, soit en Europe avec l'aide de nos homologues. Ça, c'est une question importante. Ce qui compte, c'est qu'on maîtrise vraiment l'architecture technique d'un dispositif de ce type qui serait mis en place. Et vous avez évoqué, monsieur le sénateur Loïc Hervé, les annonces récentes de Google et d'Apple. Sur le sujet, on peut se dire que c'est
très positif en tout cas que les deux entreprises qui ont quasi monopole en tout cas des téléphones utilisés dans le monde, que ce soit les iPhones ou les smartphones sous Android, se parlent et cherchent à faire dialoguer potentiellement leurs téléphones respectifs entre eux pour pouvoir échanger des informations dans l'hypothèse du dispositif de suivi des personnes. Mais il faut naturellement quand même que ces sujets soient suivis de très près par les pouvoirs publics et que dès la conception de ces réflexions, les préoccupations de protection des données soient mises tout à fait en haut, au premier rang des préoccupations. Et en même temps, je me garderai bien à ce stade de dire dans quelle mesure ce qui est envisagé est conforme ou non au RGPD, quelles sont les données qui seront collectées, quelles seront les données qui seront remontées à un serveur central, est-ce que sont les données même identifiées, même en pseudonyme, de façon pseudonymisée, des personnes exposées, des personnes infectées, moi je ne sais pas, mais peut-être que sur les mérites comparés du Bluetooth et d'autres solutions, notamment la géolocalisation, je peux passer la parole à Gwendal Legrand. Merci. Merci Madame la Présidente. Donc juste pour compléter, en effet, une des vertus annoncées de l'application, c'est la possibilité de faciliter ou d'automatiser la recherche des contacts qu'on a eus par opposition à une recherche sur la base de sa propre mémoire. Le côté positif du Bluetooth, c'est le fait qu'on peut faire de la recherche on peut détecter de la proximité avec d'autres utilisateurs sans avoir recours à un pistage GPS de l'ensemble des localisations, de l'ensemble des individus. Donc en fait, en réalité, vous avez juste besoin de savoir que vous avez été à proximité d'une personne pendant un certain temps, ce qui ne nécessite pas de géolocaliser les utilisateurs et savoir précisément où ils se sont trouvés à proximité. Donc c'est en ça que ça a des vertus vis-à-vis de la protection des données. On peut tout à fait aussi concevoir l'application pour révéler qu'il y a eu une proximité à un moment donné, et donc une potentielle exposition, sans dire c'est telle personne à tel moment qui vous a exposé. Donc ça également, c'est quelque chose qui est important du point de vue de la protection des données. On n'a pas besoin de savoir qui nous a exposé à un moment particulier. On a juste besoin de savoir qu'on est exposé à un risque pour savoir ensuite comment réagir. Donc selon... Je comprends très bien qu'on anonymise les choses, et c'est sans doute d'ailleurs souhaitable, mais ça signifie du point de vue de l'utilité pratique que celui qui va recevoir l'information selon laquelle il a été exposé n'est pas forcément en mesure de la resituer dans le contexte. Vous évoquiez, Madame la Présidente, le fait que la personne qui nous a éventuellement exposés porte un masque ou non. Si on ne sait pas à quelle heure exactement on a été exposé, on ne peut pas évaluer le degré de dangerosité de cette exposition. Je donne simplement une possibilité mais... technique. Après, en effet, ça doit être croisé avec les besoins en termes sanitaires pour être capable de faire ce diagnostic. Et puis après, la question aussi, c'est une fois que vous avez une sorte d'alerte disant que vous avez été potentiellement exposé, est-ce qu'on vous informe pour que vous preniez des mesures barrières le temps de vous faire tester? Est-ce que le but, c'est de vous rappeler au téléphone pour vous guider et le cas échéant, en effet, également, les données qui vont être traitées ne seront pas les mêmes dans l'application. Donc, il faut avoir tous ces éléments en tête, donc savoir quel est précisément l'objectif, comment l'application doit fonctionner, et en fonction de ça, on peut construire une architecture qui est plus protectrice des libertés individuelles. L'exemple que j'illustrais, c'est que par exemple, vous pouvez avoir une architecture qui est décentralisée, où la liste des contacts tracés reste sur le téléphone et n'est remontée, n'est échangée qu'à partir du moment où vous êtes diagnostiqué positif. Et donc, par défaut, tant que vous restez négatif, si vous voulez, les données de contact restent sur votre téléphone et donc ne sont pas partagées. Donc ça, de la même manière, c'est une architecture qui peut être plus décentralisée. Mais en effet, en amont, il faut se poser la question du besoin fonctionnel de l'application pour savoir comment construire l'application d'une manière qui va minimiser les données. Sur Apple et Google, l'annonce qui a été faite à ce stade, c'est une annonce un petit peu en deux temps, où dans un premier temps, ils mettent à disposition ce qu'on appelle des API, donc des interfaces qui vont
permettre en fait au dispositif de communiquer pour que ceux qui développent des applications, les autorités qui développent des applications, puissent utiliser ces API, ce qui va permettre une meilleure interopérabilité des téléphones, parce qu'en effet, il ne s'agit pas qu'un téléphone de marque Apple qui dispose de l'application n'arrive pas à tracer un téléphone de marque Google qui dispose de l'application également. Donc ça, c'est la première étape. Et ils ont dit que dans un deuxième temps, mais sans donner de date précise, ces possibilités de traçage pourraient être intégrées directement dans les systèmes d'exploitation. À l'heure actuelle, on est en train d'étudier ces questions-là en lien avec nos homologues au niveau européen, puisqu'évidemment, ce sont des questions qui également se posent dans tous les États membres. Merci. Vous n'avez rien à ajouter, Madame la Présidente, sur ce point. Je vais donc maintenant donner la parole à 5 de mes collègues, dont je vais dire le nom pour qu'ils se préparent, parce qu'actuellement, ils n'ont ni micro ni caméra. Il s'agit d'abord de Monsieur Lecomte, puis de Madame Benbassa, puis de Monsieur Colomba, puis de Monsieur Alain Richard, s'il confirme son souhait, puis de Madame Mercier. Donc, Monsieur Lecomte, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Merci, Monsieur le Président, pour cette audition. Merci, Madame la Présidente. J'avais quelques questions, sachant que la manière dont les explications que nous avons entendues jusqu'à présent ont plutôt tendance à m'inquiéter, dans la mesure où, pour moi, le rôle de la CNIL, c'est finalement, dans un cadre de ce type, de nous présenter avantages-inconvénients pour qu'ensuite le politique puisse décider de l'usage ou non de cette nouvelle solution technique. Or là, j'ai l'impression que la CNIL nous explique comment on pourrait avoir une application qui serait conforme à la RGPD, ni plus ni moins. Alors j'ai quelques questions par rapport à ça. D'abord, bien entendu, si on met en place ce genre de disposition, il y aura aussi des stratégies d'évitement. Mais est-ce qu'on peut nous préciser? Parce que pour moi, le Bluetooth, c'est lié au téléphone, c'est pas lié c'est lié à l'appareil, c'est pas lié au numéro de téléphone. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si l'application telle qu'elle est envisagée traque les téléphones, l'appareil ou les numéros, ou les deux? Qu'est-ce qui est prévu? Deuxièmement, on nous dit Bluetooth, c'est moins intrusif que GPS, mais en réalité, si à quelques endroits stratégiques, on place des téléphones à des endroits qu'on connaît, finalement, on a construit des bornes géolocalisantes de passage des personnes indirectement avec ce dispositif. Est-ce que la CNIL, troisième question, est-ce que la CNIL a déjà eu à traiter des fichiers qui ont été construits sur la base de données obtenues par Bluetooth? Si oui, est-ce que vous avez une expérience en la matière ou est-ce que ce serait une nouveauté? En matière de volontariat, vous nous dites qu'il faut que ça soit volontaire. On imagine bien des structures privées, des salles, des entreprises, mais peut-être aussi des collectivités locales qui voudraient, pour la sécurité sanitaire, imposer que toutes les personnes qui rentrent dans tel ou tel lieu puissent avoir cette application. Qui pourrait sanctionner de telles démarches de conditionnalité? Est-ce que c'est la CNIL? Est-ce qu'il faudrait que ce soit prévu dans la loi? Quand vous nous parlez de la RGPD au niveau européen, elle peut aller encore plus loin parce que nous avons déjà des pays européens qui ont rendu obligatoire des applications géolocalisantes dans le cadre de la pandémie. Alors, la RGPD le permet. Est-ce que la CNIL, elle, pourrait aller jusque-là? Enfin, en ce qui concerne les finalités, on sait bien, on l'a vu sur d'autres fichiers, qu'une fois qu'on a construit un fichier et que certains se rendent compte que pour des finalités d'ordre public, de sécurité sanitaire, et on l'a déjà vu pour l'ordre public, il faut changer la finalité, on change la finalité. Est-ce que vraiment, sur une application de cette nature, on peut se permettre de prendre ce risque, c'est-à-dire de construire un fichier dont on sait après que la finalité pourra être détournée? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Esther Benbassa. Merci, Monsieur
Nous vous Je entendons, n'arrive chers pas à collègues. m'entendre. Vous m'entendez pas? Si, très bien. Bonjour, chers collègues. Bonjour. Merci de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Madame la Présidente, ne craignez-vous pas que les potentiels malades, avec cette application, soient incités à cacher leurs symptômes au service de santé, de peur de conséquences négatives? En même temps, l'envers de la médaille serait que les personnes qui ont cette application aient le sentiment, disons, un faux sentiment de sécurité, et l'application, en l'occurrence, pourrait inciter à réduire les gestes barrières tout en échouant à lancer des alertes suffisamment fiables. Deuxièmement, vous avez déjà fait allusion à l'anonymat, mais l'objectif de cette application, c'est d'alerter les personnes. Donc, par essence, elle est incompatible avec la notion juridique d'anonymat. Pourriez-vous nous donner quelques éléments dans ce sens? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Pierre-Yves Collombat. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, chers collègues, bonjour. Merci. Bonjour. Madame la Présidente, dans votre intervention, il y a un point qui m'a particulièrement intéressé. C'est quand plus vous êtes revenu par des biais différents, enfin à des occasions différentes, c'est ceci, c'est que en fait, pour vous, et je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue, il n'y a pas de décision technique qui soit pertinente, indépendamment de la connaissance d'une foule d'autres paramètres, d'une autre nature que technique, paramètres médicaux bien évidemment, sociologiques, les moyens humains, les moyens financiers, industriels, enfin, etc. Ça ressort de différentes interventions. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il existe, à votre connaissance, une instance, un organisme, enfin, en tout cas, au moins un lieu de coordination des différentes obligations des uns et des autres, et où ces échanges peuvent se faire ailleurs que dans la presse? Je trouve que c'est vraiment un des aspects un peu les plus critiquables de notre organisation, c'est que tout le monde, dans son coin, avec la meilleure volonté du monde et les moyens qu'il a, essaye de trouver des solutions. Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de pouvoir de mettre en place un dispositif qui permette de confronter les points de vue et de déboucher sur des solutions qui auraient toute chance d'être efficaces et respectueux, bien sûr, des libertés, et qui permettraient vraiment d'avancer sur la question qu'on traite. Merci, chers collègues. Vous avez terminé votre question? Oui, oui. Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame Marie Mercier. Bonjour, chers Madame la collègues. Présidente. Nous vous entendons. Je voulais vous remercier pour cet exposé extrêmement clair. Nous avons bien compris qu'en fait, la question, elle porte sur le caractère utile, nécessaire, proportionné, mais surtout temporaire du tracing, ce qui fera qu'avec toutes ces garanties, effectivement, on tracera un cadre de confiance. Mais ensuite, comment est-on sûr que ce côté temporaire sera bien mis en place? Est-ce qu'on est véritablement sûr que ces informations seront effacées, supprimées et durablement? Est-ce que ceci est véritablement possible? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, et merci en tout cas pour
toutes ces questions. Alors, en ce qui concerne la question ou les questions du sénateur Lecomte, très, très clairement, si c'est une application fondée sur le Bluetooth, ça n'est pas de la géolocalisation. On a vu que dans un certain nombre de pays, effectivement, il y avait un mix, si je peux me permettre cette expression, entre différentes technologies. C'est pas du tout ce qui est annoncé dans l'application telle qu'elle est esquissée. Donc, il ne s'agit pas de données GPS qui permettent de tracer très précisément, de retracer très précisément le parcours d'un individu. Voilà, ça n'est pas du tout le cas avec du Bluetooth. Alors, est-ce que la CNIL a l'expérience de fichiers ou de technologies de ce type? Oui, elle l'a, notamment, je pense, mais il sera possible de développer davantage si vous le souhaitez, en ce qui concerne les gestions de files d'attente dans les aéroports, de panneaux publicitaires aussi. En tout cas, on peut développer ce point le cas échéant. Enfin, c'est pas une technologie qui nous est inconnue, ni la question du traitement des données dans ce cadre-là. C'est-à-dire des panneaux publicitaires, c'est combien de personnes peuvent éventuellement voir des panneaux publicitaires quand on passe devant de façon anonyme, enfin, sans pour pouvoir mesurer cette audience sans pour autant retracer, identifier la personne qui est passée devant. Et puis, peut-être la dernière question de M. Lecomte, elle me paraît tout à fait importante pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le rôle de la CNIL. Quand on se demande si la CNIL pourrait aller au-delà, etc. Ça n'est pas la CNIL, très concrètement, qui décide de la mise en œuvre de ce dispositif. Et la CNIL, en tant que gardienne numérique indépendante de la vie privée des Français, elle est là précisément pour veiller, si un dispositif de ce type était mis en œuvre, à ce que suffisamment de garanties soient apportées pour que les données personnelles soient protégées de la meilleure des façons. Alors, en ce qui concerne la question de Madame Benbassa, sur l'anonymat, est-ce vraiment de l'anonymat? C'est plus précisément, l'anonymat, c'est plutôt dans l'hypothèse, effectivement, d'une agrégation de données telles qu'elles finissent par être anonymisées. Ce sont, par exemple, les solutions FluxVision d'Orange ou de SFR qui ont pour objet plutôt de cartographier la propagation de l'épidémie pour pouvoir apporter une réponse sanitaire. Là, il s'agit lorsque vous téléchargez l'application, qu'un pseudonyme soit généré. Ce qui est très important en la matière, et c'est la raison pour laquelle, au sens commun du terme, ça peut rejoindre l'idée d'un anonymat, c'est qu'il n'y ait pas de réidentification possible de la personne. Ça, c'est le point absolument essentiel, qu'on ne puisse pas réidentifier la personne. Si vous souhaitez qu'on complète ce point, on pourra certainement le faire. Et en tout cas, telle qu'elle est conçue aujourd'hui et telle qu'elle a été conçue à Singapour, finalement, sont mises en relation un identifiant, qui n'est donc pas une donnée nominative, c'est pas le nom de quelqu'un, avec, in fine, un numéro de téléphone, et la mise en relation se fait sans que la personne qui fait la mise en relation sache à qui appartient ce numéro de téléphone. Donc, de fait, il ne doit pas y avoir, et ça c'est un élément tout à fait essentiel, effectivement, de réidentification possible de la personne. Voilà, ça c'est sur ce point-là. Sur la question du sénateur Colomba, sur la nécessité d'une instance de coordination pour obliger les uns et les autres à communiquer. En tout cas, ce que je constate, et d'une certaine façon, c'est à la hauteur de la vigueur de l'attachement que les Français ont pour les libertés. Je constate quand même la vigueur du débat en France sur le concept même de cette application et sur son éventuelle mise en œuvre. Je ne crois pas que ça soit le cas dans un certain nombre d'autres pays, d'après ce que j'ai cru comprendre.
rejoindre. Donc en tout cas, les Français sont attachés à leur liberté. Le débat a lieu et les autorités, chacune dans leur rôle respectif, se coordonnent. Nous avons par exemple un partenariat de longue date avec l'INRIA, qui est aujourd'hui l'Institut de recherche national qui coordonne les initiatives dans ce domaine, en liaison avec des partenaires européens, notamment suisses et allemands. Nous sommes très impliqués aussi dans ces réflexions, encore une fois avec le seul prisme en ce qui nous concerne, ce qui est normal parce que c'est notre rôle de privilégier les solutions qui sont les plus protectrices de la vie privée. Nous sommes en lien avec le secrétariat d'État au numérique. Le Parlement a naturellement un rôle très important à jouer par des auditions, un débat, voilà, ou en tout cas sur toutes les formes qu'il souhaitera privilégier. Donc il me semble que la coordination, en tout cas entre les différentes autorités compétentes, se fait. Maintenant, il faudra naturellement qu'en termes de contrôle aussi, si cette application voit le jour, et c'est peut-être plus le sens encore de la question du sénateur Colomba, toutes les autorités concernées puissent vraiment effectivement être associées. En premier lieu, la CNIL, naturellement, parce que c'est sa mission même de contrôler la mise en œuvre d'un dispositif de ce type et de s'assurer notamment que les données sont supprimées, par exemple, mais aussi d'autres, l'ANSSI pour la sécurité des systèmes d'information, d'autres autorités, le contrôle du Parlement, bien entendu. Enfin voilà, donc ça c'est peut-être effectivement en matière de contrôle notamment qu'il faut qu'il y ait une coordination particulièrement forte. Sur la question de Madame Mercier sur le caractère temporaire du dispositif, et effectivement, je soulignerai aussi, parce que je ne l'ai pas du tout dit, qu'il nous paraît important qu'on puisse également désinstaller cette application. En quelque sorte, ça rejoint aussi un peu la question du consentement. On peut l'installer, certes, en étant tout à fait éclairé et informé, et avec un acte positif, mais il faut aussi pouvoir la désinstaller, en fait. Ça paraît important, et ça a un petit lien avec le caractère temporaire, mais la question de Madame Mercier, naturellement, visait plus largement la fin, me semble-t-il, de ce dispositif. Il faut vraiment, effectivement, se garder que des dispositifs exceptionnels, pris dans des circonstances exceptionnelles, puissent perdurer. On a vu qu'il peut y avoir une tendance, lorsque des mesures d'urgence sont adoptées, à ce qu'elles soient prolongée, voire introduite dans le droit commun à un moment ou à un autre. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce plan, d'autant plus qu'il peut y avoir une sorte de banalisation, en quelque sorte, de l'utilisation de ces technologies auprès de ces utilisateurs. Donc il faut que la durée d'une application de ce type ne dépasse vraiment pas le temps qui est strictement nécessaire pour juguler la crise. Et d'autre part, la CNIL a l'habitude de s'assurer que des données ont été supprimées. Elle l'a fait, par exemple, sur différents fichiers. Elle est tout à fait capable de se rendre sur place et de s'assurer in situ que les données sont supprimées au moment où elles doivent l'être. Voilà, je ne sais pas s'il y a des points de complément, le cas échéant, ou s'il y a d'autres questions, peut-être. Il va y avoir d'autres questions, donc peut-être quelque chose à ajouter. Oui, pour compléter très rapidement sur la question du Bluetooth et de l'expérience de la CNIL en matière de Bluetooth, c'est une technologie qui n'est pas nouvelle. Le Bluetooth est intégré dans les équipements que vous avez dans vos poches depuis quand même un certain nombre d'années, et c'est utilisé, comme l'a dit la présidente, dans un certain nombre de dispositifs de mesures d'audience ou de mesures de fréquentation d'espaces accessibles au public, pour regarder par exemple le temps que vous passez dans une file d'attente ou des choses comme ça, ou la fréquentation d'un dispositif publicitaire. Donc en réalité, le Bluetooth, c'est une carte réseau qui est dans votre téléphone, qui a un identifiant particulier, qui va être détecté par l'autre appareil Bluetooth qui est à proximité. Donc c'est pas basé sur votre nom ou votre prénom, et c'est pas basé sur votre téléphone. Après, rien n'empêche en effet que l'application soit conçue de telle manière que d'autres informations soient envoyées, mais pour la pure détection de la proximité Bluetooth, c'est des identifiants qui sont des identifiants liés à la carte réseau Bluetooth qui est dans votre équipement qui vont être échangés.
peut-être ai-je été inattentif. Il me semble que vous n'avez pas répondu à la question des sanctions des entreprises, par exemple, qui mettraient en œuvre des procédures qui porteraient atteinte à la liberté de leurs salariés par l'exigence qu'ils recourent à cette éventuelle application. Et Mme Benbassa insistait sur plusieurs questions, dont la question de l'anonymat, que j'ai approché tout à l'heure. Selon la nature de l'information qui va être apportée aux bénéficiaires du dispositif sur le fait qu'il aura été exposé à un risque parce qu'il a été en contact avec une personne pendant un certain temps, si l'horaire ou le lieu sont indiqués, la date précise, il sera aisé pour cette personne de reconstituer quelle est la personne contaminée qui justifie que l'alerte lui soit donnée. Et donc, dans la configuration du dispositif, si on veut maintenir l'anonymat, il faut penser non seulement à l'anonymat de la personne qui reçoit l'information, mais aussi vis-à-vis de cette personne, à l'anonymat de la personne source éventuelle de la contamination. Et évidemment, c'est une question très délicate. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais donner la parole à Madame Denis, non sans lui avoir posé une ultime question. Madame la Présidente, connaissez-vous maintenant le calendrier de la saisine de la CNIL par le gouvernement sur un projet de dispositif et avez-vous déjà reçu des informations précises sur ce qu'envisagerait de faire le gouvernement? Sur cette dernière question, Monsieur le Président, nous n'avons pas reçu un projet, en tout cas, finalisé. Le déconfinement étant programmé à partir du 11 mai, j'ai cru comprendre que le gouvernement souhaiterait, à partir de la mi-mai, savoir s'il prend effectivement une décision de ce type, parce que la décision, en tout cas ce qui a été dit, n'est pas arrêté. Et si une décision de ce type doit être prise début mai, nous sommes mi-avril, il est temps effectivement que la CNIL soit saisie dès que ça sera possible des modalités précises de ce dispositif. Il nous faut au minimum, me semble-t-il, une semaine, et plus on aura de temps, mieux ce sera, parce qu'il faut concrètement qu'on puisse analyser le dispositif, que le collège de la CNIL puisse en prendre connaissance, et suffisamment de temps pour en prendre connaissance, et que nous ayons le temps d'en débattre, et puis après que nous puissions rendre un avis qui peut demander un petit peu de temps en matière de rédaction en fonction de ce qu'aura décidé le collège. Donc une semaine me paraît un grand minimum. Voilà. Pour répondre à votre question. Sur les sanctions, la CNIL a une grande habitude de la pratique des sanctions à l'égard des entreprises ou des organismes publics. Ça peut passer soit par des mises en demeure, soit par des injonctions, soit même par des sanctions financières, mais ce qui serait moins approprié là, me semble-t-il. Mais en tout état de cause, quand la CNIL peut prendre des sanctions extrêmement rapidement. Elle a un service des plaintes très développé, elle a des dizaines de contrôleurs, à la fois des juristes mais des techniciens, une formation restreinte indépendante, une sorte de commission des sanctions qui peut se réunir rapidement dans le cadre d'une procédure contradictoire naturellement. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Et moi-même, en tant que présidente de la CNIL, j'ai la possibilité de mettre en demeure un organisme public, par exemple, ou une entreprise, et le bureau de la CNIL, avec deux autres membres du collège de la CNIL, nous pouvons rendre publique cette mise en demeure le cas échéant. Donc il y a des moyens juridiques qu'on pratique tout à fait régulièrement pour faire respecter le cadre juridique. En ce qui concerne l'anonymat et la question de Madame Benbassa et la question que vous avez prolongée, Monsieur le Président, moi je n'ai pas compris que dans le dispositif, encore une fois dont je n'ai pas connaissance, il y aurait la possibilité d'avoir l'horaire et le lieu de la personne contaminée qu'on aurait rencontrée et donc effectivement de savoir si on a été, quel est le risque réel d'exposition que l'on a eu, mais ça sous réserve de l'architecture qui pourrait être
être retenu, mais je ne pense pas. Mais effectivement, la question n'est pas la même si vous avez croisé 4 personnes dans une commune rurale depuis 15 jours et que vous recevez une alerte en termes de réidentification, ou si vous êtes dans une grande ville et que vous prenez les transports en commun. Là, la réidentification est naturellement plus difficile. Alors, la question de M. Kerrouche sur Google et Apple, en tout cas, le Comité européen de la protection des données, les CNIL européennes, n'ont pas du tout donné de blanc-seing, de satisfecit ou prononcé quoi que ce soit en ce qui concerne cette initiative d'Apple et Google. Et ce que cite à juste titre M. Kerrouche, c'est une prise de position de l'EDPS, qui est le contrôleur de la protection des données des instances européennes, en fait, de l'Union européenne. Et effectivement, s'il est positif que 2 entreprises qui, comme le dit M. Kerrouche, ont un quasi-duopole sur les téléphones, puissent s'assurer que dans le cadre d'une application de ce type, et via Bluetooth, ce qui a bien été précisé par Apple et Google, les téléphones puissent être interopérables et dialoguer, il faut naturellement que, en matière de protection des données, tout ça soit analysé, qu'on en sache plus, et que ça reste tout à fait une solution, en tout cas ponctuelle et liée à la crise. Madame la Présidente, Monsieur, je vous remercie infiniment de votre contribution à la réflexion du Sénat sur ces questions qui sont infiniment complexes et pour lesquelles nous sommes maintenant mieux éclairés. Nous allons continuer nos investigations dans un instant avec le professeur Delfraissy, et je vais donc suspendre, en vous remerciant de nouveau, la séance pour 5 minutes. Voilà pour cette audition de Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui s'est donc exprimée devant les sénateurs de la Commission des lois, qui a largement pointé les limites du projet d'application Stop Covid, qui en tout cas ne pourrait être qu'un outil dans le cadre du déconfinement, permettant de savoir si l'on a croisé dans les jours précédents une personne porteuse du Covid. En tout cas, la stratégie de déconfinement ne pourra pas s'en tenir simplement à cette application. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.